Construire une relation éducative bienveillante au service des apprentissages est le socle de notre mission enseignante. Cette relation se construit dans un cadre qui met en valeur, un cadre qui limite, un cadre qui soutient. C'est lui que nous allons interroger avec notre invitée, Charlène Schneider, professeure des écoles et auteure du blog La tanière de Kiban. Elle nous propose dans son ouvrage Un cadre serein pour sa classe, ça se construit, aux éditions ESF, d'interroger nos postures, de penser les règles de nos classes pour passer des principes à la réalité, et devrais-je dire à nos réalités. Bienvenue Charlène. Bonjour. Qu'est-ce qui, sur ton chemin d'enseignante, t'a autant sensibilisé à cette question du cadre? Eh bien, la difficulté déjà à l'instaurer, à savoir ce que c'est, à appréhender cette question. Le fait aussi que comme beaucoup de personnes, j'ai débuté, dans des écoles difficiles. Alors, très difficiles en PES et extrêmement difficiles ensuite. Donc forcément, c'était presque une question de survie, hein. Si je voulais rester dans le métier, si je voulais continuer à enseigner, il fallait impérativement que, je me pose sur cette question, qui malheureusement, je trouve, en tout cas à l'époque, à l'IUFM et dans les conseils qu'on pouvait avoir des différents, conseillers pédagogiques et formateurs, heu, n'était pas vraiment une question. Dans le sens où il aurait suffi d'enseigner, de transmettre, de se concentrer sur les savoirs et les élèves allaient être captivés et tout de suite, tout allait fonctionner. Le fait est que voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché et donc j'ai dû vraiment me concentrer sur cet aspect-là très spécifique, du métier, pour pouvoir, tout simplement faire mon métier, donc enseigner, développer des connaissances, mais aussi, aider les élèves à grandir. En guise de préambule, avant d'aborder tous ces sujets autour du cadre, tu voulais nous partager un petit message. Oui, parce qu'en fait, donc j'ai écrit un livre et on pourrait se dire, que ma légitimité vient du fait que, ma classe roule parfaitement, que je n'ai jamais aucun problème, qu'il existe quelque part sur cette terre des enseignants, où tout est magique et tout marche très bien, voilà. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai des problèmes des fois de gestion de classe. J'ai des élèves qui encore, viennent, un peu se cogner à ce cadre, taper dessus et essayer de le faire voler en éclats. Me renvoient moi-même, hein, aux faiblesses, aux failles dans mes conceptions, les choses que j'ai tendance à oublier. Je me rappelle même que quand j'écrivais le livre, il y avait des moments vraiment de déprime, hein, où je me disais: «Oh là là, mais pourquoi Hmm. j'écris ce livre? Vu la journée que je viens de passer, c'est pas possible.» Mais en fait, c'est comme ça chez tout le monde, je crois, Hmm. je pense que voilà, je vais donner des conseils, je vais, parler de certaines théories, je vais voilà. Ça reste quand même un idéal à viser. Ça veut dire qu'on n'y sera pas tout le temps, que Hmm. parfois on aura des années, sympas, des fois on aura des semaines ou juste des journées et une journée ce sera déjà très bien, et c'est pas grave dans le sens où c'est assez normal. Voilà, faut relativiser. Merci pour ce conseil parce qu'effectivement, il faut faire le deuil de cette chose qui serait installée ad vitam aeternam parce qu'on a fait un boulot en début d'année pour installer un cadre. Il y a quelque chose comme ça qui est très vivant, donc en mouvement, incertain. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. J'ai bien envie de dire que c'est pas une erreur des uns ou des autres, quoi. Enfin, C'est comme ça, bah, oui, c'est oui. juste vivant, On va être fatigué, ils vont être c'est fatigués, et ça. puis les enfants ne vivent pas qu'à l'école, hein, donc ils vivent des choses en dehors et bon, on a tous vécu, peut-être en maternelle, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur Ouais. qui peut faire bien régresser, mais il y a plein d'autres choses, des fois dramatiques, Hmm. des fois moins, mais voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui peuvent modifier certains comportements, qui peuvent modifier certains équilibres et voilà, on n'aura jamais tout bien, tout le temps. Merci pour ce petit conseil de vigilance, enfin ce grand conseil de vigilance. Donc on va, pendant notre entretien, naviguer sur tous ces sujets qui entourent le cadre. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse, ou en tout cas qu'on donne les contours de ce terme qu'on utilise de cadre. Quand on parle de cadre, on parle de quoi?
juste? Alors, c'est vrai que le mot a pas été choisi au hasard parce que, il y en avait plusieurs, hein, qui se posaient, on y avait bien réfléchi, notamment le climat scolaire qui est d'ailleurs celui choisi, il me semble, par le réseau Canopé. Il y a tout un site, hein, sur le climat scolaire. Il existe des livres, mais je dirais que le climat scolaire, c'est peut-être plus une question d'ambiance, on est vraiment dans le ressenti, dans le vécu un peu subjectif. Le cadre va nourrir ce climat scolaire, va servir ce climat scolaire, et c'est lui qu'on va construire justement. Donc, vraiment, les mots, on les a pas choisis au hasard. Donc on va le penser et on va essayer de poser des limites. Vraiment, ces limites, elles sont pas que physiques dans l'espace classe, parce que d'ailleurs, idéalement, le cadre devrait pouvoir se transférer dans d'autres espaces et dans d'autres contextes. Mais vraiment cette idée que grâce à des règles, grâce à des modes de fonctionnement, grâce à des relations qu'on va tisser, une place qui est accordée à chacun, on va pouvoir construire un espace contraint, hein, d'une certaine façon, mais qui va permettre en son sein d'avoir un espace de liberté dans lequel les élèves vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir grandir, vont pouvoir se construire, vont pouvoir interagir sereinement, c'est-à-dire vraiment sans être parasités par des questions de sécurité, qu'elles soient affectives, qu'elles soient physiques ou cognitives même, hein, se risquer à l'apprentissage, parce que mine de rien, chaque apprentissage vient déconstruire ce qu'on a déjà acquis, vient fragiliser tout ça, et pour certains enfants, c'est très angoissant. Ce que tu dis dans ce cadre, dans cette construction de cadre, ce que je trouve intéressant, c'est que il faut bien sûr penser à ses limites, puisque ça circonscrit un espace, une manière d'interagir, mais que en son centre, il y a un espace de liberté dans lequel on peut naviguer. Et c'est vraiment important parce que c'est quelque chose en plus qui en ce moment questionne énormément, que ce soit l'éducation à la maison, hein, pour toutes celles qui sont mamans et tous ceux qui sont papas. On est dans un flou en fait qui est vraiment très difficile à gérer, et ce flou existe aussi dans les classes parce que on a à la fois très envie de quelque chose d'extrêmement bienveillant, mais qui, malheureusement, parfois, par ce flou, devient un peu laxiste. Et bon, j'ai jamais entendu un professeur dire moi je suis laxiste, clairement. Mais parfois, il est quand même intéressant de se demander, elles sont où les limites? Et est-ce qu'elles sont claires? Et est-ce qu'elles sont fixes? Euh, Parce que des limites variables, finalement, ça ne devient pas vraiment des limites, hein, puisqu'on peut tout le temps les repousser, les ajuster. Donc effectivement, il y a une forme de souplesse, mais en même temps, il y a des interdits absolus auxquels il faut toujours réagir, par exemple. Alors ça, évidemment, on a tous la violence en tête, hein, évidemment, on ne peut pas se taper dessus, mais c'est intéressant, et notamment moi qui suis en REP, on le voit, on n'a pas tous la même notion. On n'a pas tous la même posture parce que bon bah là c'est des petits, c'est pas très grave. Mais finalement quand on les a plus grands, on se rend compte que ça aurait été bien de poser la limite plus tôt et tout de suite, et même si c'était pas très grave, justement c'était peut-être le bon moment. Euh, donc voilà, même sur une évidence comme l'interdit de la violence, on va pas tous avoir la même réaction. Là encore en REP ou en zone violence, parce qu'il y en a qui ne sont pas en REP mais qui ont ça quand même, on peut avoir la multiplication des cas qui va faire qu'on on va en zapper, hein, on va en oublier, on va pas en gérer certains. La gravité aussi, qui fait que du coup, puisqu'on peut avoir des énormes bagarres où vraiment l'intégrité physique, voire la vie, hein, de certains élèves sont en danger, on finit par accepter des petites violences ordinaires, comme des tapes tous les jours. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, si ça va pas, euh, et que je suis vraiment dans cette optique de bienveillance, maintenir, hein, cette bienveillance, elle reste importante, mais se dire à quel point je suis au clair sur ce qui est interdit et à quel point je le marque et je réagis, parce que c'est très important. Et puis, à l'inverse, on veut parfois être tellement strict parce que, surtout les parents, et là, la demande peut être très forte là-dessus, mais l'école à l'ancienne, au moins les profs étaient respectés, il faut faire preuve d'autorité.
on en vient à être extrêmement rigide et du coup le cadre là il est tout petit, il est trop contraignant et les élèves du coup n'ont plus la place, donc ils vont essayer de tout pousser et de se créer cette place qu'on leur laisse pas. Donc il y a ces deux extrêmes et on cherche le milieu, où est-ce qu'il est et comment je le mets en place et stable. Donc un travail d'équilibriste constant entre Voilà. le cadre suffisamment, tu disais, clair, explicite, stable, et laisser un espace de liberté dans lequel on peut naviguer, faire des essais et des erreurs aussi, ça c'est important, hein. Et on en vient à ce deuxième sujet, c'est que ce cadre qu'on bâtit à l'école, dans nos classes ou à la maison, puisque je pense que le sujet est le même, en tout cas à l'école, il est au service des apprentissages et au service, en tout premier lieu, du développement de nos élèves. J'aimerais que tu nous partages les concepts clés qui viennent nourrir cette réflexion sur le cadre et le Alors, développement de nos élèves. ouais, il y en a forcément beaucoup, parce que c'est des Tout à fait. questions qui ont été très très développées. Je dirais que pour débuter, il y en a vraiment trois qui sont essentiels. Le premier, je pense que tout le monde en a entendu parler en INSPE et il est quasiment dans tous les livres. Donc sur le sujet, il est assez classique, c'est la pyramide de Maslow, qui va présenter vraiment sous forme de pyramide différents besoins, notamment les besoins physiologiques, tout en bas de la pyramide, et puis tout en haut, je crois que c'est l'accomplissement de Oui, soi, oui, quelque chose comme ça. oui, oui, c'est vraiment quelque chose de supérieur à nous, quoi, on va dire. Ouais, tout à Voilà. fait. Mm. Alors, elle est remise en cause parce que, certes, le contenu, c'est-à-dire tous les paliers euh, sont a priori valables parce qu'effectivement, on a besoin de répondre avoir une réponse à ses besoins physiologiques, aller aux toilettes, boire, à manger, dormir. On a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de toutes ces choses. Par contre, ce qui peut être questionné, c'est le fait qu'il faille forcément répondre au premier besoin pour pouvoir passer au niveau du dessus. La réalité semble plus nuancée. Toujours est-il que ça reste bien de l'avoir lu, d'avoir regardé un petit peu ces paliers et de se dire ah oui quand même, il y a tous ces besoins et que mine de rien l'école c'est un des endroits où on est un peu obligé de répondre à tous et en même temps il y en a certains où on sera impuissant. Je pense aux besoins physiologiques, oui, on va les laisser aller aux toilettes assez régulièrement, on va les laisser boire parce que voilà c'est vraiment un besoin, mais s'il n'y a pas assez à manger à la maison, s'il y a un manque de sommeil, on peut pas aller dans les maisons pour régler ça. Donc là, c'est important de se dire, j'ai l'impression que ce besoin n'est pas rempli, je vais me tourner vers les bonnes personnes. Donc pas laisser, mais bon, ça, je pense que personne n'a envie de laisser des familles une fois qu'on s'en rend compte. Mais voilà, voir les services sociaux, en général, il y a toujours quelque chose. Si on ne sait pas, on peut voir avec la directrice pour contacter la mairie et demander quels sont les services en place dans la ville qui pourraient aider, voir les associations, ce que sont les services municipaux sont un petit peu lents parce que ils ont des commissions, tout ça. Voir quelles associations aussi peuvent intervenir dans l'urgence le temps que les choses soient faites. Parce que voilà, c'est pas notre métier, mais on est quand même donneur d'alerte. Ça, c'est important aussi. Dans cette pyramide de Maslow, on a deux autres besoins qui apparaissent. Celui de l'attachement, de l'affectif. Et là, j'en viens à une deuxième théorie qui est celle de la théorie de l'attachement, qui là aussi est un classique, je dirais, mais qui, mine de rien, n'est pas si connu que ça des enseignants. Pour moi, c'est un classique parce que j'ai une licence de psychologie, donc forcément, on l'a abordé. Et en fait, c'est très, très éclairant. Euh, Surtout pour les élèves problématiques, mais en fait un peu pour tous parce que certains ne nous mettent pas en grande difficulté et pourtant on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Cette théorie de l'attachement, elle s'intéresse au départ à l'attachement de l'enfant avec sa première figure d'attachement. En général, c'est la mère. Après, il peut y avoir des situations particulières qui fait que ce n'est pas la mère. Et on va observer, enfin l'idée originale c'était d'observer comment se comporte l'enfant quand la figure d'attachement disparaît et quand elle revient. Bowlby a du coup parlé de trois types d'attachement. Le premier, si je me souviens bien, est évitant.
Et celui-là, il s'exprime de différentes façons à l'école. Ça va être l'élève qui refuse de travailler. Alors, qui refuse de façon bruyante, mais ça peut aussi être l'élève qui, on passe au bout d'une demi-heure, toujours rien n'est fait, le livre a été perdu, le cahier a disparu, il a renversé sa gourde, enfin, il y a toujours quelque chose, on se rend compte que vraiment la mise au travail est compliquée. Ça peut être aussi ces élèves qui disent tout simplement j'y arriverai jamais, et voilà, qui ne font rien. On est toujours surpris par leur capacité à ne rien faire, mais en fait, ils sont en lutte parce que voilà, ils préfèrent éviter les choses, tout ce qui pourrait les insécuriser. On a aussi l'attachement anxieux, où là, dans l'école, c'est plus compliqué à voir, mais en même temps, comme on devient figure d'attachement, surtout en primaire, parfois, voilà, je pense que certains vont en reconnaître, ces élèves qui supportent très mal en fait qu'on ne soit plus là. Typiquement quand on est absent et qu'il y a un remplaçant, voilà, le remplaçant va vivre quelque chose d'assez infernal. Voilà. Et en même temps, souvent avant les vacances aussi. Ça, c'est des élèves qui, les derniers jours avant les vacances, ceux qui ont la joie d'avoir des CM2, le dernier mois peut être extrêmement difficile parce que cet enfant ne sait pas dire au revoir. Donc il peut tout casser, vraiment. Mais tout casser au niveau de la relation aussi. Et en même temps, quand on revient, il nous en veut beaucoup. Voilà. Il nous en veut beaucoup, donc il nous en fait baver. Donc aussi le retour des vacances, c'est sympa. Et ces enfants-là ont voilà, un grand besoin d'être rassurés sur la stabilité de la relation. Et en même temps, là où il faut être attentif, parce que parfois, certains enseignants pensent bien faire, mais il ne faut pas être dans le surattachement. Déjà, on n'est pas leurs parents, donc voilà. Mais même avec des parents, normalement, il ne faudrait pas être dans cette relation extrêmement fusionnelle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient rassurés sur le fait que notre relation, elle est basée sur mon rôle de maîtresse, qui est de t'apprendre des choses, de t'accompagner, de t'aider à grandir. Et toi, tu es mon élève, tu vas apprendre, tu vas te développer. Et c'est, voilà, il y a une espèce de contrat, ça va durer 1 an, ou 2, ou plus, selon les situations. Et on est là pour ça. Et quoi que tu fasses, même si tu fais des erreurs, même si tu fais des colères, même ça changera pas. Cette relation, elle existera toujours et je te laisserai toujours une chance de revenir et je te laisserai toujours la possibilité de progresser et je serai toujours là pour t'aider. Les phrases du type c'est bon là maintenant, moi je m'occupe plus de toi, peuvent être dévastatrices. Je l'ai dit, parfois, j'essaye de mettre un délai. Quand ça m'échappe, là maintenant, je suis plus en état, je peux plus. Donc là, sur cet exercice, je t'aide plus. On va se reprendre et on y retourne, voilà. Et on C'est en que reparlera. tu ne remets pas en cause l'entièreté de la C'est relation. ça. Parce que ça va nous échapper. Y a ce genre de phrase, parfois on n'en peut plus, on est humain. Donc j'essaye de circoncire et de me dire vraiment, voilà, c'est limité dans le temps. C'est pas tout casser. Et puis il y a le désorganisé, où là, ça ressemble un peu à l'un, un peu à l'autre. Ça aussi, des fois tout va bien. Enfin, c'est très très difficile. Puis quand même la majorité, où il y a une C'est ça. relation très sereine. Souvent, je trouve, c'est assez amusant de le voir, c'est des enfants qui des fois peuvent être un peu cash pour certains, assez indépendants et on se dit oh là là, je vois parfois il m'aime pas. Non, en fait, il est juste très très zen dans sa relation, il sait pourquoi il est là, il n'hésite pas à exprimer son avis. Alors on l'aide à mettre les formes, parce que quand même des fois on se dit là, ce que je viens de prendre c'est violent. Mais c'est plutôt bon signe, mine de rien. Donc Et oui, il est suffisamment sécure pour ne pas avoir peur de c'est perdre quoi ça. que ce soit, quoi. C'est ça. Et donc, il va oser faire des erreurs, il va oser dire des trucs. On se dit, oula, vraiment non, là, c'était complètement à côté. Mais c'est très bien. C'est plutôt positif. La pyramide de Maslow, donc les besoins, Voilà. la théorie de l'attachement dont tu viens de nous parler, et c'est vrai que c'est très éclairant. En t'écoutant, on a nos élèves Ouais. qui s'éclairent, on dit ah ouais, Lui, ouais, ok, lui et ok, lui. très très bien, très intéressant.
Et la dernière théorie et socle sur Voilà. lequel tu te reposes? Alors là, ça va être plutôt sur ma gestion de groupe, finalement. C'est le besoin d'appartenance qui va être assez variable hein, selon l'âge de l'enfant. Il y a des moments où ils sont quand même plutôt auto-centrés. On dit toujours hein, les petits de petites sections. Et d'ailleurs, mon livre est plutôt primaire hein, parce que la maternelle, c'est quand même un monde à part. Il y a des moments où ils sont plutôt centrés sur eux-mêmes, hein, et puis les autres existent ou pas. On voit bien, hein, alors plus, moi je le vois encore plus en parents, mais ils changent de copains tout le temps. Enfin, c'est oh bah j'ai plus cette copine, bah j'ai l'autre, c'est pas grave, ils sont un peu interchangeables et bon, voilà, ils sont pas plus perturbés. Mais plus ils grandissent, plus c'est vrai, et déjà dès le CP, et probablement peut-être un peu avant pour certains, il y a ce besoin d'appartenance, c'est-à-dire d'appartenir à un groupe et de contribuer à un groupe. Et là-dessus, c'est quand même un levier très puissant avec lequel il faut être très très vigilant, parce que on a des élèves, par exemple, qui nous agacent profondément, et mine de rien, c'est en train d'arriver dans ma classe cette semaine. J'ai repéré un petit truc là qu'il faut que je corrige tout de suite pour la reprise. Mais ces élèves qui voilà sont vraiment dans leur, par exemple, dans leur mauvaise semaine, c'est le cas du mien. Donc je le gronde fréquemment, beaucoup plus que d'habitude. Et là, j'envoie aussi un signal à tout le monde qui dit, lui, vous pouvez vous en prendre à lui. Lui, vous pouvez être moins tolérant vis-à-vis de lui. Vous pouvez vous esclaffer très bruyamment, puisque je le fais. C'est que c'est bon. Vous pouvez vous en plaindre, je vais le punir. C'est pas ce que moi je pense, évidemment, mais c'est le message que j'ai envoyé sans faire exprès. Et cet élève se retrouve isolé. On a aussi les exclusions à répétition. Sur lesquels les mots, il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que quand on exclut un élève, je trouve intéressant de reprendre aussi avec la classe. Il est exclu. Pourquoi il est exclu? Comment on va tous ensemble le réaccueillir? Tout comme, et ça c'est bon, le principe de la sanction, il y aura forcément une discussion pour quand l'élève revient. Donc tous ces principes voilà, d'exclusion, qui peuvent vraiment fragiliser un élève et j'irais être très dangereux parce que mine de rien, s'il se retrouve complètement exclu du groupe, j'ai envie de dire il n'a plus rien à perdre. Ça devient très dangereux. Ça lui fait aucun bien aussi. Hein. Il y a un côté assez maltraitant, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, maltraitant, voilà, tout devient maltraitance aujourd'hui et que faisons attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, voilà, on lui fait pas forcément du bien. Et en même temps, bah, c'est ce que je disais, il y a des cas où l'exclusion va être une sanction extrêmement judicieuse. Dans mon école, on a bien acté que violence physique, c'est une exclusion du groupe. Parce que là, tu as complètement franchi les limites les plus infranchissables, la sécurité du groupe est en danger, tu ne peux plus en faire partie. Mais comme je disais, il va falloir avoir une discussion sur comment tu reviens. Comment on fait pour que tu reviennes et que la sécurité du groupe soit maintenue et que tu ne franchisses plus cette limite. Ce que je trouve intéressant dans ton exemple, c'est qu'on peut se positionner en tant qu'enseignant ou garant du cadre, parce qu'on est garant de ce cadre. On dit, voilà, à ce moment-là, moi je suis responsable de la sécurité de la classe. Tu n'es pas capable à ce moment-là d'être toi acteur de cette sécurité. Donc, c'est nécessaire je t'écarte pour garantir la sécurité de toutes et tous. Mais ta place, elle est toujours là et on va chercher ensemble la manière pour toi de pouvoir réintégrer cette règle et la sécurité du groupe. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai voilà, j'ai la violence, j'ai le refus d'obéir. Alors, je ne leur demande pas d'être des petits soldats, on est bien d'accord, mais si je dis on se met en rang et on part, bah il faut qu'ils se mettent en rang, même s'il est très fâché, parce qu'en fait, je ne peux pas rester dans la cour, je ne peux pas laisser la classe seule. Et donc, quand il y a des enjeux comme ça très importants, le refus d'obéir peut valoir exclusion. Alors, exclusion, en vérité, c'est je vais appeler une collègue à l'aide qui va s'en occuper pendant que je ramène le groupe, parce que l'idée c'est aussi de ne jamais laisser un élève par son besoin d'attention, par son besoin de rassurance, parce que c'est souvent de ça qu'il s'agit, empêcher complètement le fonctionnement de la classe. Il ne peut pas priver tous les autres d'apprentissage.
Parce que là, pareil, on rentre dans un engrenage où il se dit ah, quand je fais ça, j'ai la maîtresse rien que pour moi, trop bien. Alors évidemment, il se le dira jamais explicitement, hein. Ça peut être bien de le verbaliser avec lui, c'est intéressant ça dans cette discussion. Moi, j'ai l'impression que tu me dis si, ou peut-être me réponds pas tout de suite, réfléchis-y, est-ce que ça te semble possible et comment on peut répondre à ce besoin que tu as, que je te rassure, mais sans que notre contrat, la raison même de notre présence soit mis en péril, parce que je suis là pour tous les élèves et tout le monde doit pouvoir apprendre et je peux pas être là que pour toi. Donc ça me semble important. Et puis il y a les perturbations importantes, c'est-à-dire vraiment étendues du cours. Ça, on le voit plutôt en cycle 3 hein, en général, mais ces élèves qui volontairement sont contrariés, hein, pour une chose, enfin, ils sont pas volontairement contrariés, pardon, je remets les mots dans l'ordre, mais qui sont contrariés et qui volontairement vont empêcher le cours. Et là, faut trouver une solution. Nous, en général, voilà, on a des classes, chaque élève a un enseignant référent pour ces moments-là. Là, va falloir que tu ailles te calmer chez ton enseignant de référence parce que tu empêches le cours et qu'on est là pour apprendre. Et quand tu seras calme, tu reviendras et on en rediscutera. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état et comment on règle le problème? Toujours cette discussion avant de revenir. Mais voilà, ça, si on se rend compte que c'est 4 fois par jour, il y a autre chose à trouver. Il y a une discussion à avoir avec les collègues, avec le RASED. Dans certaines circonscriptions, nous c'est le cas. Si collègue RASED, ça ne suffit pas, on a aussi ce qu'on appelle le pôle ressources avec des enseignants. Alors c'est pluridisciplinaire, d'ailleurs c'est pas que des enseignants. Qui vont se réunir avec nous. Bon, quelles solutions on trouve, quels aménagements. Parfois, c'est des aménagements d'emploi du temps, parfois, c'est des aménagements dans l'espace, parfois, c'est des aménagements dans... ça devient un PRE hein, sur les attendus. Mais voilà, si c'est trop souvent, là, on glisse du coup du côté c'est trop, donc il risque d'être complètement exclu du groupe, donc ça va plus marcher. Voilà, toujours ce travail d'équilibriste, comme tu disais. Et tout ça, hein, c'était au sujet de ce sentiment d'appartenance. Et j'ai retrouvé un article que Marine, qui est chargée de recherche pour être prof, a écrit sur le sujet du sentiment d'appartenance. Et je vais vous dire lire son préambule parce que je le trouve vraiment très éclairant. Ne pas se sentir appartenir à l'école, c'est un peu comme arriver déguisé à une soirée qui ne l'est pas et avoir l'impression que toutes les personnes présentes se moquent de vous. Ce n'est certainement pas à cette soirée que vous allez nouer le plus de relations ou montrer l'étendue de votre talent sur la piste de danse, n'est-ce pas? Voilà, je trouve ça vraiment très éclairant parce que, super. voilà, c'est ça quoi. Et ça, il est hors de question de le laisser s'installer pour un seul de nos élèves dans la classe. Donc vraiment toujours avoir ce moment de discussion. Moi j'ai mes élèves 2 ans et c'est toujours très chouette de voir au bout d'1 an ou au début de la 2e année, quand un élève est exclu, il y a des élèves qui des fois spontanément vont dire: «Maîtresse, est-ce qu'on peut en parler?» «Oui, on en parle». Bah, moi j'ai peut-être une solution pour l'aider. Ou moi j'ai remarqué que et donc on en discute, tant pis. Bon, effectivement, hein, le but c'était de pas trop prendre sur les temps d'apprentissage, mais ça me semble quand même nécessaire. 10-15 minutes, voilà, où on réfléchit comment on peut l'encourager, parce que ça c'est très important, le valoriser. Mais là attention, parce que cette année, enfin l'année dernière du coup et cette année, j'avais une classe où pour valoriser l'élève, ils inventaient des choses qu'ils ne faisaient pas. Merci, tu as été très gentil avec moi, alors que l'élève l'a tapé 5 fois par demi-journée. Je leur disais non, c'est beaucoup plus gratifiant quand on nous valorise sur quelque chose qu'on a vraiment fait, sinon ça sert à rien, ça ne marche pas. Voilà. Puis l'élève du coup se dit bah je peux continuer, du coup je tape dessus, ils sont contents, très bien. C'est pas vraiment le bon message. Mais voilà, vraiment être dans cette recherche de solutions et dans je mobilise le groupe pour soutenir. C'est pas toujours facile, hein, parce que des fois ils me disent oh là là mais il m'insulte tous les jours. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est pas On- facile d'aller trouver. Oui. Voilà. Et puis et par contre à l'inverse, parce que toujours avec ce groupe-là, ils avaient fini par entendre que tout était acceptable de sa part parce que c'est un élève qui a une vie difficile, parce que non, tout, voilà. Vous êtes copain avec lui, c'est super. Restez copain avec lui si c'est ce que vous voulez. Mais s'il est violent, si il vous fait du mal, si il vous dit des choses que vous ne voulez pas, si il vous blesse de quelque façon que ce soit, vous devez lui dire là je ne suis pas d'accord avec toi, tu me fais trop de mal ou tu fais trop de mal à tel autre élève, je ne veux pas être avec toi quand tu fais ces choses-là.
quand tu arrêteras, on pourra redevenir copains. Des choses comme ça, voilà, qu'on apprend à dire, ne pas répondre par de la violence parce que ça n'arrange rien. Mais voilà, essayer de leur apprendre aussi cette posture un peu de défense, c'est-à-dire que eux-mêmes ont leurs propres limites à faire respecter et que ça, non, c'est non négociable, hein. Ils n'ont pas accepté de se faire taper dessus. Et oui, parce que appartenir, c'est appartenir à un groupe, et pour appartenir à un groupe, eh ben, il y a des règles sociales, il y a des Mm. manières d'être ensemble pour que l'intégrité des uns et des autres et du groupe soit préservée. Donc voilà, toujours équilibre. Et oui, c'est ce fil sur lequel on marche constamment. Alors, on a vu ensemble hein, sur quoi reposait ce cadre, enfin en tout cas en termes de théorie. Et je trouve qu'elles sont vraiment éclairantes pour comprendre ce qu'il va falloir venir nourrir sur ce cadre. Maintenant, comment on le bâtit et quels sont les axes sur lesquels travailler, les axes à expliciter et à travailler au quotidien avec nos élèves. Alors, l'un des premiers, je pense, c'est vraiment en début d'année, un travail sur les règles, puisque les règles sont précisément ce qui vont définir le cadre. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire? Qu'est-ce qui relève aussi de la loi? C'est-à-dire que là, il n'y a pas de négociation avec les élèves. Être violent, c'est interdit. Menacer, c'est interdit. Voler, c'est interdit. Dégrader les affaires des autres ou les biens publics, c'est interdit. Donc ça, a priori, ça ne bougera pas. Enfin, même pas a priori, ça ne bougera pas. Voilà. Bon, on C'est peut ça. débattre de plein de choses. On peut organiser des débats pour le comprendre. Pourquoi c'est interdit? Ça, c'est très intéressant et même très important. Mais ça ne bougera pas. Ça, on négocie pas. Et C'est du après, non négociable. voilà. Mais Après, on surtout que va. pardon, enfin, c'est au-delà de nous. Enfin, C'est la ça. loi, elle est Nous-mêmes, on la n'y a loi pas. humaine. C'est ça, la loi humaine, la loi de notre pays. Enfin, c'est quelque chose auquel on se soumet. Et si on ne s'y soumet pas, a priori, Il y a des euh, il y conséquences. a des conséquences. Alors, on en reviendra parce que c'est exactement le deuxième point, hein, les conséquences. Euh, En dehors de ça, il y a les règles propres à la classe. Enfin, il y a même le règlement de l'école, hein, qu'on est tenu de respecter, puis les règles de la classe, où là, il y a une marge de manœuvre hein, et de négociation et de redéfinition surtout, parce que parfois, on va établir avec les élèves une règle, notamment, moi j'utilise beaucoup le conseil de classe pour ça, et on se rend compte, parce qu'il y a un problème qui émerge, que cette règle n'est pas suffisamment précise ou qu'elle est trop restrictive. Et donc, il faut qu'on travaille sur la formulation. Et donc, pas que sur la formulation, mais aussi sur quand elle s'applique, comment elle s'applique, quels sont les signaux, un peu cette idée comme on a sur les apprentissages, hein, quels sont les critères de réussite. Voilà. Et donc, être assez précis là-dessus. Et puis, bon, on a les règles sociales qui là sont très souvent implicites. Je dirais que en général, plus on a un milieu social qui est proche du nôtre, euh, les enfants et le nôtre se rapprochent. Enfin moi, il y a besoin d'expliciter en général. Par contre, si on s'éloigne, ça devient plus dur. Et notamment, je pense à une élève que j'ai cette année, mais que j'avais l'année dernière, où je me suis dit, oulala, le comportement, ça va pas aller du tout. Elle est extrêmement insolente, elle se comporte comme une ado nonchalante, affalée sur sa chaise, chewing-gum, elle répond mal. Enfin, voilà, j'étais vraiment, oh là là, celle-là, on va devoir bosser. Et il s'avère qu'en fait, c'était juste que elle n'avait aucun code. Elle n'avait aucune. Et donc, à partir du moment où on explicite et bien dire ça avec les copains, pas de souci. Ça avec la maîtresse, ça dépend du contexte. Je sais que je leur autorise toujours plus de choses, des petites blagues, tout ça, dans les moments informels, par exemple dans la cour de récré, en sortie. On se fait parfois des blagues où on se dit oulala. Mais voilà, c'est acté. Je leur ai dit ça, je peux accepter, etc. Par contre, en classe, si je suis en train de travailler, c'est pas le moment. Si quand je fais une blague ça dérape et que c'est n'importe quoi, bon bah j'en fais plus. Hein. Ça, le chapeau, ça c'est un truc. La casquette, alors la casquette dans les bâtiments, on se dit bon c'est 3 fois rien, mais en fait au collège c'est complètement interdit. Donc au moins en cycle 3, mais je trouve qu'on peut y aller tout de suite hein, et leur dire enlève ta casquette, les mains dans les poches, être affalé sur sa chaise. Des fois je leur mis, mais je leur dis je ferai classe comme ça, vous trouverez.
je fais un petit peu, ça fait toujours beaucoup rire, et il se rend compte que ça colle pas. Et que c'est pas comme ça que ça marche, tenir la porte. C'est même juste dire bonjour. Quand on rentre dans un car, allez, on dit tous bonjour au chauffeur. Et on se dit, ils sont mal polis, ils sont... Bah non, mais en fait, on n'a juste pas les mêmes règles sociales et qu'elles sont trop implicites pour eux. Et c'est un peu un vecteur d'égalité aussi Tout de à fait. travailler Ça, là-dessus. ouais, je pense que c'est vraiment important et je voulais le relever. Ce point-là, il est crucial si on veut s'attaquer aux inégalités parce que on s'aperçoit que, comme tu le dis, il y a des choses qui sont implicites et qui sont données au biberon à beaucoup de nos élèves et d'autres qui n'ont pas reçu ça. Et si on explicite, si on explique en quoi ces règles sociales sont nécessaires, en quoi le travail intellectuel à l'école se déroule de telle manière et de telle manière, eh bien, on peut tenter de réduire ces inégalités. Donc, j'ai un peu dérivé, hein, mais en Non, tout non, cas, non, mais voilà, c'est important. Ouais, ouais, tout à les fait. règles, très très Mm. importantes, très explicites, euh, co-construites pour la classe, éventuellement pour l'école hein, aussi, si on a un conseil des délégués, par exemple, ça peut. Parce que mine de rien, ce règlement d'école, c'est le travail de l'équipe pédagogique, mais c'est aussi en conseil d'école avec les parents, donc pourquoi pas les élèves, hein, et la loi qui ne peut pas être enfreinte, construite, expliquée ou explicitée. Et puis après, bah, ces règles, si quand elles sont enfreintes, il n'y a pas de conséquences, et ben elles ne tiennent pas. Elles ne veulent rien dire, elles perdent tout leur pouvoir hein, d'éléments constitutifs comme ça du cadre. Donc les règles définissent le cadre, mais c'est les réponses aux infractions. Alors je dis infraction, ça c'est dans le cadre légal, mais voilà, selon la hiérarchie de la règle, ça va être un petit manquement à la règle, voilà. S'il n'y a pas de réponse, bah, la règle ne tient pas. Évidemment, il va falloir voilà. Donc il va falloir hiérarchiser, évidemment, être assez au clair. Évidemment, si l'élève a oublié de dire bonjour, on va pas le priver de 3 récréations. Hein. On va lui rappeler que ça peut être bien de dire bonjour, voilà. Et puis juste pas lâcher. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Hein. Voilà, ils savent, je ne lâcherai pas. On dit bonjour sans agressivité, sans parce que je me rappelle au collège, c'était extrêmement infantilisant ou au lycée. Quand on est un peu timide et qu'on dit un petit bonjour, de dire cet adulte qui nous renvoie un bonjour bien agressif, ah bah du coup je suis encore plus timide, j'ai encore moins envie de le dire fort. Donc plutôt lui dire, bah il faut que tu le dises un peu plus fort parce que sinon on t'entend pas. Plutôt être voilà dans ce renforcement positif aussi. Hein, une réponse n'est pas forcément une sanction. Des rappels, hein, pourquoi rappeler, rediscuter, etc. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est formateur. Et puis, bah, il y a quand même, il y a les conséquences logiques, où là, on va juste laisser l'élève assumer. Je pense toujours à cet exemple hein, où on a dit à l'élève de ne pas jouer avec sa gourde, de ne pas la laisser sur la table quand il travaille parce qu'il y a risque d'inondation, ou de pas la ranger à l'horizontale dans son casier. Bon, bah, s'il y a inondation, il va nettoyer, et puis voilà, il a bien vu, et puis il va devoir rattraper le travail. Ce qui est important pour que ça marche, c'est que c'est pas nous qui devons assumer la conséquence, ce n'est pas nous qui devons corriger, qui devons adapter. C'est bah, je t'ai averti. Maintenant, bah, tu vois le résultat, tu le vis, et c'est ça qui va t'apprendre. Sans être vindicatif, je t'avais bien dit, voilà, le fameux qui sert à rien, euh, et qui, au contraire, du coup, va plutôt créer une espèce de rancune, de compétition. Non, bah, maintenant tu nettoies, voilà. C'est par contre, voilà, non, c'est pas juste tu laisses comme ça ou et effectivement, s'il y a eu des dégâts matériels, bon, bah, il y aura peut-être une discussion avec les parents, quoi, parce que si le cahier est tout mouillé, moi en général, alors ça dépend vraiment s'il est plus utilisable, mais si les pages sont mouillées, que c'est illisible, bah t'écriras sur les autres et puis bah on a perdu trace de ton travail, mais c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il soit plein, ton cahier il sera tout gondolé et tant pis. Pour les manuels, c'est un peu plus triste, mais bon après voilà, on s'adapte.
Et puis, toujours la sanction. Vraiment, si c'est grave, notamment, ou si c'est répété. On avait parlé d'une exclusion temporaire avec discussion, mais la sanction, ça peut être aussi si tu respectes pas les règles en EPS. Alors, évidemment, on va le dire à l'avance. Si vous n'êtes pas calme, si vous ne respectez pas les règles de sécurité qu'on aura explicitées, si vous êtes violent, si vous êtes trop en colère, donc plus dans la gestion de vos émotions, vous serez sorti du jeu parce que c'est la sécurité de tout le monde qui est en jeu. Voilà, sanction très logique. On dit toujours, il faut qu'elle soit révélée à l'avance si c'est possible. Parfois non, et on va dire bon, là, faut quand même une sanction, c'est trop, mais idéalement révélée à l'avance, qui soit reliée à l'erreur, à la faute qui a été commise, si c'en est une, qu'elle soit raisonnable. S'il a écrit sur une table, il va nettoyer une table, il va peut-être pas faire toutes les tables de l'école. Voilà. Et qu'elle soit respectueuse. Le but, ce n'est pas d'humilier. Toujours ce besoin d'appartenance, ce besoin d'attachement, ce besoin d'estime de soi aussi, qu'il faut pas trop maltraiter, quoi. Si on a ces 4 R, voilà, c'est pas moi qui ai inventé, c'est en discipline positive, ça, on arrive en général à trouver des bonnes sanctions. On voit bien que ça marche pas très bien avec les systèmes de comportement ou alors ça dépend le système, mais les systèmes qui ont vocation un petit peu à dire bon t'as un avertissement, une croix, un changement de couleur, voilà. Et si t'as changé 3 fois, t'as 5 minutes de récréation en moins parce qu'on perd le relier en fait, on perd le sens. Et certains enfants s'accommodent très bien d'être assis à chaque récré. C'est pas, ça veut pas dire que je le fais pas, de priver de récréation, mais ça va être t'as pris une récré sur le temps de classe, sur le temps de récré, il va falloir que tu rattrapes du temps de classe. C'est relié. Et t'as mis le bazar pendant 5 minutes, ce sera 5 minutes. En gardant l'esprit qu'on n'a pas le droit de priver totalement de récré. Donc, s'il a pris une demi-heure, on fera peut-être en 2 fois. Voilà. Mais toujours ce côté relié et raisonnable. Et vraiment, les systèmes de comportement avec ces petites échelles et ces petites réponses automatiques, la façon programme informatique, ça marche pas très bien. Tu as d'ailleurs un article sur ton blog à Alors, ce sujet, sauf erreur de ma part, non? j'ai un article d'abord plus ancien qui est un peu les prémices de la réflexion parce que mes collègues dans l'école où je venais d'arriver voulaient un système. Il y avait cette forte demande, elle fonctionnait sur un permis à points qui ne marchait pas très bien, enfin voilà. Donc il y avait cette réflexion, comment on trouve un système qui fonctionne. Donc il y avait un système de comportement qui fonctionne ou un truc comme ça. Plus tard, j'ai réfléchi à les supprimer. Et donc je partageais cette réflexion. C'est aussi une réflexion qui est dans le livre, à cadre serein, voilà, qui est là, avec tout un tas de questionnaires et de grilles à remplir qui peuvent aider à réfléchir qu'est-ce que je fais à la place, parce qu'il faut quelque chose à la place. Et oui, bien Si sûr. on l'avait mis en place, c'est pas pour rien, c'est qu'on en ressentait le Tout à fait, besoin. ouais. Et j'irais plus l'enseignant en ressentait le besoin que les élèves, même si voilà, certains débattent ce point-là. Et puis il y a aussi, j'ai fait une intervention au KED à Paris, où il y a une petite vidéo aussi là-dessus. J'avais que 30 minutes, donc c'est extrêmement dense. Mais si voilà, on n'a pas trop envie de lire, ou si on est en voiture et qu'on veut juste écouter, parce que bon, les images sont pas forcément essentielles, ou qu'on n'a pas acheté le livre, voilà, ça peut être une petite Ok, introduction aussi super. sur la Très bien, question. on les mettra Voilà. en lien de l'émission. Allez, je te remets sur le guide qui était le nôtre. On parlait de ces sujets à interroger, à travailler au quotidien. Tu as forcément parlé des règles, des réponses aux manquements, et il nous en reste deux. La gestion des conflits. Alors, je trouve très important de dire aux élèves, et d'en prendre conscience du coup en amont, que le conflit, c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'on se sent chacun en droit d'avoir des avis divergents et de les exprimer. Parce que s'il y en a un qui l'exprime pas, il n'y a pas de conflit. D'ailleurs, j'ai certains élèves que je dois pousser un peu, va au conflit, va exprimer ton avis parce que là, je vois que tu te laisses tout le temps faire, je te vois toujours un peu triste. Non, dis ce que tu as envie de dire, exprime tes envies, exprime tes besoins. Donc le conflit, c'est très sain et on le voit parfois selon les équipes. Je préfère toujours les équipes où il y a débat. J'ai connu des équipes extrêmement, voilà, tout est toujours pareil, toujours, voilà.
Donc rien n'est jamais remis en cause, donc en fait on ne creuse jamais les petits points qu'on pourra améliorer. Et du conflit, voilà, peut naître de très bonnes idées. Donc le conflit, c'est sain, ce n'est pas à éviter, et donc ce n'est pas à sanctionner. C'est pas parce que deux élèves sont pas d'accord qu'on va les punir, même si ils sont un peu montés dans les tours et que voilà, on va sanctionner effectivement les insultes, les menaces, la violence, hein, ça oui, si ça apparaît dans le conflit, mais pas le conflit lui-même. Et après, l'idée c'est de leur apprendre, plutôt donc là du côté éducatif, leur apprendre à gérer un conflit. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas en accord? Les Évidemment, outiller, voilà. comme On on a le les fait, mais comme on le fait quand on leur apprend à poser une multiplication. Il y a peut-être des fiches voilà. mémo, voilà. Ouais. C'est ça, exactement, hein. C'est un apprentissage comme un autre. Et donc, les classiques, hein, pour répondre, je vais pas pouvoir tout détailler, mais on a les messages clairs, qui sont en fait de la communication non violente. Donc, je trouve que c'est bien en grandissant d'être un peu moins formel, de garder hein, en ligne les grandes idées, mais d'être un peu moins formel parce que nous, adultes, on va pas dire à la collègue, j'aimerais te faire un message clair. Voilà. Être un peu plus naturel, c'est bien aussi, parce que sinon, ils le transféreront jamais dans leur vie de tous les jours. Ça restera le truc de la récré. Ou on peut avoir la médiation par les pairs. J'en parle assez peu dans le livre, parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel je n'étais pas assez formée. Et là, on attaque notre 3e année, avec beaucoup d'échecs, donc c'est très formateur. Peut-être que, voilà, dans une réédition, j'en reparlerai, ou dans un article, je sais pas. Donc on a la médiation par les pairs. Et après, il y a nous aussi hein, qui pouvons être médiateurs, avec toujours cette idée que il va falloir être très rassurant sur le fait qu'on va écouter un élève, puis on va écouter l'autre élève, et il n'y a pas d'interruption. S'ils sont pas capables de le faire ensemble, séparez-vous. Je viens voir l'un, je viens te voir après. Et il n'y a pas d'ordre de priorité ou je sais pas quoi. On explicite bien tout ça. Déjà, ils sont rassurés, donc souvent ça redescend. Être quand même assez exigeant sur le fait que, dis donc, je t'ai rien fait, donc tu me cries pas dessus, s'il te plaît, je t'écoute. Parce que des fois, voilà, hein, bien poser les choses quand même, fermement, mais il y a des limites à pas franchir. Je ne suis responsable de rien, là, dans cette histoire. Et quand bien même, on se parle calmement. Donc voilà, on écoute l'un, on écoute l'autre, puis on les réunit. De pas forcément s'attarder sur tous les détails. Qui a commencé, est-ce qu'il a dit ce gros mot-là ou celui-là? Bon, ok, dans les grandes lignes, voilà ce qui vous oppose, et revenir à quel besoin de l'un et de l'autre peut-être, ou quelle envie de l'un et de l'autre n'a pas été respectée et se retrouve un peu en conflit, voilà, en opposition avec l'autre, et du coup les orienter vers une recherche de solutions et de compromis. Et c'est ça qui va apaiser. Et donc nous, on est très modélisants en faisant ça. La médiation par les pairs, c'est exactement la même chose, mais c'est des élèves qui sont formés à le faire. Et puis, la communication non violente, c'est exactement la même chose, sauf qu'on prend chacun à charge le bon déroulé de la discussion. Il n'y a pas besoin d'un tiers. Les trois là vont bien ensemble. Je propose, sur être prof, on a un parcours sur la gestion des émotions. Alors même si le terme de gestion n'est pas le plus approprié, mais c'est celui qui est le plus utilisé. Voilà. Mais en tout cas, il y a tout un chapitre sur la médiation. Donc, on mettra C'est ça aussi intéressant ça. dans les liens de l'émission. Gestion des conflits, et il nous reste un dernier petit point à Voilà, aborder. ce qu'on met en œuvre pour éviter les débordements. Parce que c'est toujours très très intéressant, je trouve, d'être confronté à de jeunes enseignants. Quand je dis confronté, c'est pas forcément en opposition, mais c'est d'en avoir qui viennent dans l'équipe. Et de regarder tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'humilité, parce qu'on y est passé, et que, bon, je sais pas, à moins qu'il y ait eu un génie de l'enseignement, une fois, la première année, c'était parfait. Moi, j'ai jamais vu, c'était une catastrophe. J'ai envie de dire, plus jamais je referai ce que j'ai fait les premières années. Et en même temps, les collègues trouvaient que je gérais très bien, hein, donc faut pas toujours se fier à ce qu'on nous dit. mais y a cette idée, voilà, qu'on a tout un tas de gestes professionnels qu'on peut développer et qui vont nous aider à éviter justement d'être toujours dans la réponse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la réponse, la réaction, le feedback, comment on fait pour être en amont? Alors bien sûr, on a parlé d'éduquer, hein, expliciter, travailler, éduquer, faire comprendre, construire avec eux. Mais il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a les passations de consignes.
dans quel contexte je l'ai fait, quel équilibre je trouve entre je donne les exercices comme ça sans consigne, ou je donne les consignes même si personne n'écoute, qui mène en général à réexpliquer à chaque élève individuellement, ce qui est assez infernal, ou j'attends très 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 longtemps qu'il y ait le calme. Voilà, moi je dis toujours il y a un point de bascule où on sent que ça y est, on en a suffisamment. Suffisant, oui. Et pour les autres, conséquence logique, t'as pas écouté, bah c'est vachement plus facile quand on écoute. Maintenant, essaye tout seul. Et peut-être qu'il loupera des exercices en début d'année, et franchement, c'est pas très grave, on est en Non, non, tout à révision, fait. et il rattrapera quand il aura pris les bons Mm. réflexes. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire assumer son comportement. J'ai pas écouté, donc je ne sais pas ce que je dois faire. Si la maîtresse me réexplique, J'ai pas besoin ah, d'écouter, eh, voilà. elle est là. Si les premières fois que ça arrive, elle dit bah écoute, la prochaine fois tu écouteras. Moi j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon job, j'ai passé la consigne, j'ai répondu à ceux et celles qui avaient des questions de clarification. Tu n'as pas assisté à ça, tu as fait le choix. En faisant attention toutefois aux élèves qui pourraient se glisser dans la faille et se dire « Super, je fais rien ». Et cela va falloir dire « Non, non, le travail, tu dois le faire. Bon, tu l'as pas fait en classe, il va falloir qu'on trouve un autre moment. » Voilà, est-ce qu'il va être fait à la maison avec la participation des parents? C'est-à-dire que, oui, normalement, on fait pas de travail à la maison, hein, on est d'accord. Mais là, bah, il faut qu'il soit fait. Est-ce que c'est sur les temps de récréation? Est-ce que tu iras à la cantine avec ton cahier? Ça dépend toujours du contact qu'on a aussi avec les animateurs, etc. C'est vraiment quelque chose à construire, hein, voilà. Là, forcément, si on sort du temps de classe, on a besoin de partenaires, hein, donc tant que c'est fait d'un commun accord et que c'est pas je te donne du travail comme punition, hein, c'est juste bah, il faut qu'il soit fait quand même. Là, je vois quand même, ça fait 4 ou 5 fois, dis donc. Voilà, donc toujours équilibre, on est encore là-dedans. Euh, les transitions, qui sont parfois très difficiles à gérer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient structurées, délimitées dans le temps. Ça peut pas prendre 25 minutes. Alors peut-être qu'on mettra un timer, peut-être qu'on mettra une musique. On va cadrer aussi au niveau sonore. Je me rappelle que jeune enseignante PES, j'exigeais le silence total. Et ma PEF m'a dit, mais en fait, pourquoi tu leur demandes le silence? Pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin? Dans ma tête, c'était assez clair, c'est, bah, sinon ils vont pas le faire. Il dit, bah, tante, tu leur dis, vous avez le droit de parler de façon raisonnable, à condition que dans un temps donné, ce soit rangé. Donc j'ai suivi son conseil, je le trouve très bon. Donc je continue à le transmettre, voilà. Donc toujours Cette bruit question, raisonnable, ouais, hein. cette question du bruit et de la gestion du bruit, elle est super importante Parce et tellement lumineuse dans le déroulé de la journée. On ne peut pas rester 8 heures silencieux. Il y et a des oui, moments, et si on, c'est toujours pareil, ce cadre, s'il devient trop, ben c'est eh ça. ben, il pousse. Et je préfère qu'il parle un peu pendant qu'il range que beaucoup pendant ma séance de maths. Donc, Ben c'est à ça. choisir, voilà, un peu cette idée de soupape. Là, on va laisser sortir un petit peu pour, de façon contrôlée, pour que ça reste supportable aussi pour les élèves. Et il est Alter. toujours plus simple, je t'interromps, mais il est toujours plus simple de dire, ok, là, on est hyper concentré, vous avez besoin de concentration, donc de silence. C'est 5 minutes de silence. Vous êtes en train de travailler. Ça, c'est du silence. À d'autres moments, on est en train de travailler ensemble, et ben on chuchote. Voilà. Et, et, et du coup, on revient à cette idée de départ, hein, où on a un espace dans lequel on peut naviguer selon les modalités, selon le moment de la journée, selon nos humeurs et nos capacités. Et du coup, bah, c'est exactement là où j'en venais. C'est l'idée aussi de faire varier les modalités. On peut pas être toujours en groupe parce que on va craquer et que certains élèves, c'est très porteur pour eux le travail de groupe, pour d'autres pas du tout. On peut pas être toujours en individuel et en silence non plus. Et que donc cette alternance et cet équilibre qu'on va trouver dans la façon qu'on a de penser notre journée et de penser nos apprentissages va beaucoup aider. On a aussi bah, cette structuration du temps. Alors c'est intéressant, je trouve, de s'intéresser. C'est intéressant de s'intéresser au moment d'attention des élèves. Alors, il y a des chronobiologistes qui ont fait des super choses, mais il faut faire attention à ce qui est écrit parce que souvent on nous parle des temps de vigilance, mais ils sont pour certains
par exemple, celui d'après le repas, on sait que c'est une chute de vigilance, que l'élève ait mangé, pas mangé, qu'il ait mangé à 11h30, à midi, à 13h, ça ne change pas. C'est à peu près cette heure-là. Alors que, par exemple, les temps de concentration du matin sont dépendants du moment où ils se sont réveillés. C'est-à-dire que s'ils se sont réveillés à 8h10, s'ils se sont réveillés à 7h30, ou si, comme certains enfants, c'est le cas de la mienne, se sont réveillés à 6h30, c'est pas le même temps de vigilance. Donc, c'est important, je trouve aussi, de se dire, j'ai mon emploi du temps qui, moi, me met aussi en confort, parce que nous aussi, on a nos temps de vigilance et notre rythme. Mais j'observe quand même que là, par exemple, j'ai une chute d'attention. Est-ce que je peux pas inverser 2 créneaux? Donc, j'aime la première période, pas les premières semaines. Souvent, les 2 premières semaines, ça va. Ou la troisième, là, moi, en tout cas, je le vois. La quatrième, très fatiguée. Donc, on attend que ça se rééquilibre un petit peu, qu'ils aient trouvé leur rythme. Et là, voilà, peut-être que pour la période 2, on fera des réajustements pour coller un peu mieux à leur temps de vigilance. Et attention aux préconçus, c'est vrai qu'on a plus longtemps des plages de vigilance sur le matin, mais on n'a pas que ça le matin, il y a des moments de chute. Moi, je fais le PS le matin pour ça. On se dit souvent, oh là là, 11h, ça y est, ils ont faim, ils travailleront pas. En fait, ils peuvent être très concentrés à 11h. On a aussi cette idée souvent que 17h, c'est un moment idéal. C'est un moment idéal pour la mémorisation. Il faut faire attention à ce qu'on met sur les temps de concentration, sur la mémorisation des tâches répétitives, des choses comme ça. Mais par exemple, être attentif à un cours qui est très parlé, non, pas à 17h, pas à 16h, c'est compliqué là. Ou alors en petit groupe, moi c'est ce que je fais, à ce moment-là, on est plutôt en petit groupe, on est plus sur l'ardoise, on est plus dans la manipulation parce que, non, ils sont fatigués quand même, hein. Voilà. Donc toujours être un peu méfiant là-dessus. Alors, si on reprend notre déroulé, on a Voilà, t'es parlé, bien garante de tout ça. on a défini le cadre, on a parlé des théories qui nourrissent ce cadre, on a vu tous les sujets à aller interroger, structurer. On peut travailler tout seul dans son coin, à la maison, écouter notre émission et se dire waouh, chouette. Ah, j'écris des choses, je me sens suffisamment sûre de moi, ça me paraît clair. Et bien, il y a la réalité de la classe. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il se passe les élèves en fait, il se passe C'est ça. l'humain et il se passe nous aussi en fait, parce qu'on met sur les élèves, mais il y a nous, parce qu'on a toute cette théorie. Et puis on a notre tempérament, notre patience. Et c'est marrant parce que je me suis toujours considérée comme pas très patiente. Et le retour que j'ai extérieur, que ce soit des adultes ou des élèves, c'est que je suis très patiente. Donc je me dis, bon, la vérité doit être quelque part entre les deux. En même temps, ils sont très au clair que clic-clic avec le stylo, ça va pas durer longtemps. Parce que je peux pas, j'arrive pas à me concentrer quand vous faites ça. En général, ils le voient, mais enfin... donc on a nous, on a aussi nos besoins. Et ça, malheureusement, dans tout ce qui a été éducation positive, éducation bienveillante, l'adulte a été complètement oublié. On devrait devenir des espèces de robots de zénitude, tout parfait, toujours très calme, voilà, exprimer ses émotions calmement. Alors écoute, là je suis très en colère. Oui, bon, ça se voit. Je pense que voilà, on peut s'autoriser à être humain et il faut peut-être aussi s'accepter. Dans la mesure de ce qui est acceptable, on tape pas ses élèves, voilà, j'espère qu'on n'accepte pas ces choses-là, mais a priori, si on est prof, ça va. Mais voilà, s'accepter un petit peu, composer avec soi-même, se dire, bon, ça, j'aimerais l'améliorer, parce qu'on peut s'améliorer. Ça, bon, c'est quand même une variable sur laquelle on peut composer avec et ça ira bien. Ça reste compatible avec ma mission. Et puis on a les classes. Comme je disais là, ça apporte beaucoup de nuances, mais je suis tombée sur une classe très gentille, mais très gentille au point de tout accepter, au point d'être parfois très mou, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les classes difficiles, elles ont leur intérêt aussi. Mais que donc il y a voilà toujours cet équilibre et que
et que selon la classe, on va pas avoir la même posture, qu'on va pas être dans la même énergie, qu'on va pas être dans les mêmes discours exactement, on va pas insister sur les mêmes points, même si nous, dans l'ensemble, le cadre est le même. Certains élèves, ils ont plus besoin qu'on travaille cet angle et l'autre classe a plus besoin de celui-là. Et le temps que nous, on analyse, déjà, voilà, hein, on a tout ce moment de flottement, et puis on a plein d'élèves, et peut-être que celui-là, il a besoin d'être rassuré sur son attachement, peut-être que celui-là, il a besoin de trouver sa place dans sa classe, peut-être que lui, c'est de la différenciation pédagogique qu'il a besoin, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça joue. Et lui, en fait, il vit des choses terribles à la maison, donc il n'est pas disponible, et lui, il est en phobie scolaire, et lui. On a entre 20 et 30 élèves, et on doit avoir à la fois cette image d'ensemble, et à la fois un ajustement individuel très épuisant. Il faut trouver l'équilibre. On ne peut pas être toujours dans l'individuel parce que là, on craque. Et on ne peut pas être toujours que dans la gestion de groupe. Parfois, on a un élève extrêmement sensible, donc on va hausser le ton, puis après, avec lui, on va lui dire, tu sais, quand je hausse le ton comme ça, c'est pas forcément pour toi. Voilà, hop, voilà, donc on est dans tout ça, et ça marche pas. Les élèves difficiles, en fait, ils sont difficiles parce que précisément, ils appuient sur notre petite faiblesse. C'est des rois pour découvrir là où on est un peu fragile. Et quand ils ont trouvé, voilà, ça peut être très douloureux, ça peut nous remettre en question, hein, parce que des fois, il y a un peu ça, notre identité professionnelle, mais aussi notre idée personnelle. Parfois, on passe notre journée à hurler et on se dit, c'est pas moi, ça, je déteste ça. Et en même temps, on l'a fait, et le lendemain, on recommence, et on se dit, mais comment je fais pour sortir de ça? Donc voilà, il y a tout ça. C'est le monde réel et l'humain, et c'est extrêmement riche, c'est extrêmement intéressant, c'est aussi extrêmement épuisant parce qu'il faudrait pas tomber dans un des travers que j'observe parfois, qui est de vouloir pallier à tout. Surtout, je dis toujours en REP, mais parce que en REP, on a vraiment des situations extrêmes. Hein. C'est que, on sait, hein, c'est lié à l'indice de position sociale, donc vraiment au milieu social qui peut être très très difficile, où les enfants vivent des choses terribles, que nous-mêmes parfois adultes on aurait du mal à affronter, et on va dire un excès d'empathie, même si je pense qu'on ne peut pas être trop empathique, mais en tout cas si on se laisse dévorer par ça, si on veut toujours soigner tout le monde, si on veut toujours écouter tout le monde, et qu'on oublie qu'en fait on est là pour apprendre. Là, pour le coup, ce que disaient les formateurs à l'époque, on se perd un peu quand même. On perd un peu notre mission de vue. Et le savoir, les connaissances, les compétences, c'est aussi émancipateur, et ça va aussi les aider, hein, à affronter tout ça, à faire preuve de résilience, à se sortir aussi de tout ça. Parce que le grand risque, c'est que là, ils vivent des choses terribles, mais on sait que l'école est insuffisamment capable, et je pense pas forcément faire des miracles, hein, insuffisamment capable d'empêcher la reproduction de ces inégalités. On sait que ces enfants-là, a priori, si on trouve pas de solution, si on n'arrive pas à les accompagner, ils vont reproduire leurs modèles familiaux et sociaux parce qu'ils grandissent là-dedans. Euh, alors que les connaissances, alors que les compétences qu'on travaille à l'école, elles vont leur ouvrir d'autres portes, à condition qu'on leur montre, hein, quel intérêt ils ont, eux tout particulièrement, parce que il n'y a qu'à l'école qu'ils auront ça. Alors je dis, il n'y a qu'à l'école. Oui et non, hein, parce qu'on peut aussi s'associer aux partenaires Oui, oui, bien sûr. culturels, les Mais en tout cas, musées, c'est la voilà. mission. C'est la mission de l'école. Voilà. En tout cas, nous, on sait qu'ils passent par la case école, et on sait qu'on a une position privilégiée là-dedans. Et voilà, les savoirs, les connaissances, les Le compétences, savoir, c'est important. le savoir comme émancipation. Merci beaucoup, Charlène, pour ce temps de partage très très riche. Je rappelle qu'on peut retrouver tes contributions sur ton site, sur ton blog, La Tanière de Kiban, et bien sûr qu'on peut trouver ton ouvrage paru chez ESF en librairie, Un cadre serein dans sa classe, ça se construit, ainsi que deux autres ouvrages sur la conjugaison chez Oui, Retz. c'est ça. Voilà. J'aime bien demander à mes invités un petit mot de la fin, une petite phrase comme ça que tu gardes en tête et que Alors, tu aimes partager. celle que je trouve extrêmement déculpabilisante, et je la trouve vraiment géniale, elle n'est pas de moi, elle est de Freinet.
c'est pas pour rien que c'est une référence, hein, qui disait: «Ne vous lâchez jamais des mains avant de toucher des pieds». Donc il faut s'imaginer un petit peu, on est en train de gravir là une montagne et on fait de l'escalade. C'est pas la peine de vouloir tout changer. Que ce soit à l'issue de cette vidéo, à l'issue de la lecture d'un livre, et de se dire: «Waouh, je vais absolument tout changer dans ma façon de faire», c'est pas possible. Il vaut mieux se fixer des objectifs limités, parce que c'est un peu comme si on demandait aux élèves d'apprendre tout le programme comme ça, demain tu sais tout. On peut pas. Nous-mêmes, on doit apprendre notre métier. On va se cibler un point. On va garder appui sur ce qu'on fait déjà de bien, parce qu'on fait forcément des choses bien. On n'est pas des mauvais profs. On fait forcément des choses bien, on va s'appuyer là-dessus. Donc, voilà, on assure bien la prise. Et à ce moment-là, voilà, on a fait exactement le même geste. On va pouvoir se mettre en léger déséquilibre pour essayer d'atteindre un autre objectif et progresser comme ça, petit à petit, de façon sécure pour nous aussi. Parce qu'un enseignant qui est déstabilisé, qui est fragilisé, qui est dans l'incertitude, il ne pourra C'est une pas tenir classe, son cadre, c'est ça. il ne pourra pas enseigner. Merci beaucoup, Charlène. Rien.